Donc je suis en résidence d'écriture depuis une dizaine de semaines. J'ai passé 8 semaines au Petit Châtelet à Alençon et 2 semaines à la Factory. Et au début, je me suis beaucoup demandé comment faire pour faire d'un lieu sa maison, un lieu qui n'est pas à soi. Comment faire pour faire venir un texte, parce que j'avais pas d'idée. Et puis, au fil du temps, des textes sont venus, se sont écrits. Et du coup, ce soir, c'est ce cheminement-là que j'ai voulu vous donner à entendre, entre les textes que j'ai cherché à écrire et ceux qui sont venus. Donc, ce que j'ai cherché à écrire, c'est un peu comme des sortes de recettes sur comment on fait, comment je peux faire. Et puis les autres, c'est plutôt des textes que j'appelle les textes des tréfonds, dont je ne sais pas trop d'où ils viennent, mais voilà, qui me laissent un peu perplexe. Alors, pour faire d'un lieu sa maison. Pour faire d'un lieu sa maison, couper une branche lourde de fruits, une branche moussue, une tige de lierre, un rameau de noisetier. Ne pas cueillir la rose, la laisser aux passants. Entrer dans le lieu, les branches serrées dans la main, chercher dans quoi les mettre. Le verre va vaciller, la bouteille d'eau aussi. Vider le thermos de son jus noirâtre, le rincer, le remplir, y mettre les branchages. Passer un coup d'éponge sur la table, les mouches ne se nourriront plus à la tache de vin. Déposer le bouquet sur la table, un livre de poésie à côté, ses fesses sur le canapé. La lumière est entrée. Va-t-elle caresser le bouquet, le livre de poésie, nos fesses, le canapé ? Va-t-elle se diviser en autant de carrés qu'il y a de carreaux à la fenêtre et remonter du mur au plafond ? Si elle le fait, c'est gagné. Le lieu est devenu maison. Si elle tombe à côté, il faut recommencer. Faire les carreaux, ôter les toiles d'araignée, les traces de doigts et tout ce qui gênait l'entrée de la lumière. Faire briller les sols à la serpillière pour qu'elle puisse s'y mirer, déplacer le bouquet, la table, le canapé, ouvrir le livre, laisser traîner une chaussette, une tasse de thé, un stylo mal rebouché, un mouchoir, une serviette mouillée, une petite pelote de cheveux emmêlés. Attendre dans l'angle de la pièce, assis sur la chaise de bois, les mains jointes sur les genoux et les yeux dans le vague. La lumière traverse la pluie et les nuages, renonce à sa forme arc-en-ciel pour venir se coucher, tendre et nu, dans le canapé. La remercier d'être là et lui dire à voix basse « Bienvenue à la maison ». Si on a beau attendre, si elle ne vient jamais, fermer les robinets et les volets, prendre le bouquet et un pull au vert et partir vivre dans le jardin, sur la grande pelouse, au milieu des arbres et des bosquets. Cœur de poème. Dans la terre du jardin, tu élagues, tu jettes au fumier, tu verses de la terre dans ton corps, les rides et les cicatrices, les plis et les replis, les bosses et les creux. Il pleut, le vent coule dans les allées, grossit, glisse dans la mer. Ton cœur se remplit.
Quelqu'un. Quelqu'un m'attend. Quelqu'un qui a des yeux, un nez, des oreilles, des cheveux, des dents, des genoux et 2 mains. Quelqu'un qui a tout ça et d'autres choses encore m'attend. Il a une maison avec un petit jardin, une chambre dans la maison, un lit dans la chambre. Il vit seul, il m'attend et nous ne le savons pas. Je vis seul, je l'attends et il ne le sait pas. Je vis seul, je l'attends et je le sais. Les minutes, les heures, les jours passent, les mois, les années. Il est encore beau, il est toujours vaillant et il est tendre aussi. Des femmes sont venues dans son lit. Il ne comprend pas pourquoi elles sont parties. Elles ont vite vu que c'est moi qui l'attendais. Elles savaient. Et lui ne savait pas. Il est bien connu que le premier concerné est toujours le dernier au courant. Les années sont devenues des dizaines d'années. Ses cheveux ont blanchi, et puis sont tombés. Ses dents ont jauni. Sa taille s'est épaissie. Des poils lui sont venus dans les oreilles et dans le nez. Il porte des lunettes pour voir de près. De loin, ça va encore, il me reconnaîtra. Il est essoufflé quand il monte l'escalier de sa chambre. Et il bande moins souvent face aux femmes dans son lit. Il les regarde longuement, de très près. Il a ôté ses lunettes. Et parfois, ça vient. Et il est content, et elles aussi. Elle trouve que ses mains sont belles et ses yeux pétillants. Elle trouve qu'il écoute bien. Et elles aimeraient rester. Lui aime leur peau adoucie par le temps. Pourtant, quand elles s'en vont après le petit déjeuner, il reste inconsolable de ne pas m'avoir encore rencontré. Le chagrin, c'est pas fini. Le chagrin a fait 2 petits plis discrets à la commissure de sa bouche. Le coin de ses yeux s'est affaissé et ses lèvres ont pâli. Soudain, un sourire lui vient à l'idée que je suis en train de faire la queue à la crèmerie et qu'il est encore temps et qu'il n'est pas trop tard et qu'on s'est mal compris. Alors il jette son peignoir sur le canapé, enfile son slip, son pantalon de velours côtelé, son pull à col en V et ses chaussettes rayées, rentre ses pieds dans ses bottines fourrées, dévale les escaliers. Il est en retard. Il le sait. Je l'attends depuis longtemps, depuis si longtemps, je ne suis pas contente. Je regarde ma montre et le calendrier. Je suis lasse, je vais bientôt partir. Il sort en trompe de chez lui. Cette fois, il ne me ratera pas. La nuit est tombée. Les rues sont désertes. Les boutiques sont fermées, leurs rideaux baissés. Les réverbères éclairent une route sinueuse. Il n'y voit pas bien et sa hanche lui fait mal. Mais il court quand même. Et moi, je le vois passer depuis la fenêtre de la cuisine. Le temps de chausser mes lunettes, d'écraser ma cigarette, je l'appelle. « Ohé, ohé !» Il ralentit. Il n'entend plus très bien. Je crie plus fort. Ma voix ne porte pas. Je descends les escaliers en criant. Je cours aussi, les genoux pleins d'arthrite. Et quand j'ouvre le portail, il a déjà disparu au coin d'une rue dont j'ai oublié le nom.
Le ventre de ma mère. Je ne suis pas sortie du ventre de ma mère. Je n'ai pas quitté son corps. Son étroitesse m'oppresse maintenant que j'ai tant grandi. J'ai de belles dents. Ma mère a expulsé mes dents de lait quand elles sont tombées et elle m'a gardé moi. Ensemble, nous cherchons à couper le cordon. Mais comment faire pour me nourrir ? Elle serre si fort les cuisses que je ne parviens pas à m'accoucher. Je suis là depuis toujours. Ma mère ne marche presque plus. Et moi, après toutes ces années passées dans la cavité, j'ai définitivement gardé ma position de fœtus. Le sexe de mon père nous visite de plus en plus rarement. Je préfère. Il n'y a pas beaucoup de place ici. Je nous verrais mal y vivre à 2 et encore moins à 3. Je suis mieux seule. Je crois qu'il est trop tard pour venir au monde. Qui voudrait d'une vieille enfant pour amie ? Destin. J'ai mal à la douceur. J'ai mal à l'amour. J'ai mal au corps. Je les sens disparaître. Seuls les autres les voient. Ils existent hors de moi. Ils ont leur vie propre et solitaire. Peut-être que rien ne me manque. Seule la mémoire du manque me hante. J'étais une enfant et on ne me prenait pas dans les bras pour ne pas que je devienne capricieuse. Je ne suis pas devenue capricieuse, juste malheureuse, avec un trou au milieu du ventre que rien ne peut emplir. Parce qu'il est trop tard pour le faire et que tous ceux qui s'y penchent s'écartent pour ne pas y tomber. Pour la dernière fois. Pour la dernière fois, tu marches, tu roules dans l'herbe, tu dors sans rêve, tu souffles, tu douleurs, sanglots, soupirs, tu plies, tu bouilles, tu coules, tu viens vers la bouche, elle s'ouvre. Papa, maman, le chien, le chat, la vie, la mort. Tu sors, tu bats, tu croches, tu rempiles, tu oublies, tu changes, tu quittes tes souliers cirés. Donc là, c'est une des recettes pour faire venir un texte quand on est une amoureuse. Choisir un garçon que l'on connaît un peu pour que l'émotion palpite, mais pas trop pour que le charme ne s'évapore pas avant que le poème n'ait eu le temps d'advenir. Un doux rêveur, un passionné, un spécialiste des rendez-vous ratés et des fausses bonnes excuses, une âme d'artiste, une gourmandise affichée, une tension érotique, un désir réciproque, des peaux douces
et des cordes déliées contribueront à la naissance de l'émotion. Émotion qui pourra être factice pourvu qu'elle soit féconde. Laissez venir l'homme et le texte. Observez une raisonnable distance. Il faut que la conscience d'un manque se fasse, d'un abîme que seuls les mots pourraient combler. Attendre beaucoup et longtemps. Si la poétesse, l'aimée, le lit et la chambre à coucher sont à même température, il arrive que l'amour prenne. Les corps se rencontrent et s'embrasent. Le temps s'arrête. Les mots se colorent de chair, de douceur et d'odeur. Si au matin, l'aimé s'en va, laissant la poétesse esselée, créez un poème parfaitement désespéré, apte à ravir un large lectorat d'âmes sœurs déplorées. Un père mal aimant et une mère mal aimée auront préparé la blessure d'abandon qu'il suffira de réactiver pour qu'un recueil advienne dans les meilleurs délais. Mais si l'aimé reste et en redemande, commencez une vie de poulet rôti et de pommes de terre sautées, de lumineux matins et de soirées torrides. Trouvez belles ses chaussettes au pied du lit, sa tasse à moitié pleine sur la table de cuisine, ses vocalises sous la douche. Appréciez son sens de l'à-propos. Regardez attendri les enfants dans la rue. Faire des haïkus affamés et dentés. Vivre la poésie sans l'écrire. Oubliez le poème. Et vous avez un tout petit poème bonus sur la factory. Je ne sais pas si je le... Oui. Le bonus. Le bonus. Pour qu'advienne une poétesse. Être enfermée et n'avoir rien d'autre à faire qu'inventer un ailleurs. Répondre à l'appel de la maison de la poésie, recevoir une invitation en retour, se réjouir. Échanger des messages électroniques avec une constellation de personnes et confondre les étoiles. Jubiler par avance à l'idée de montrer aux policiers une attestation de déplacement dérogatoire avec comme fonction poète. Arriver la veille, grâce à celle qui comprend à demi-mot les désirs des poètes, et entendre depuis la chambre une voix du dehors. Un nouveau poète est arrivé, et elle de dire que oui. Se rappeler la première fois où l'on fut l'architecte, la photographe. Se réveiller un jour de brume, car la maison de la poésie toujours la commande pour le premier matin des poètes en résidence. Et si elle est disponible, elle vient. Écouter la promesse d'une brume qui durerait tout le jour, une fois midi passé. Croire celui qui promet, y gagner des journées sans pluie, y perdre la brume. Elle ne se représentera pas. Se faire à l'idée que le poème aurait d'autres portes d'entrée. Ce pourrait être la collection de livres érotiques dans la chambre que l'on s'est vu attribuer. Ce pourrait être les autrices égarées dans les rayonnages et le bonheur étrange de lire une voix qui pourrait être la nôtre. Ce pourrait être tenir un petit enfant dans ses bras. Ce pourrait être le récit d'une femme qui, d'une piqûre mensuelle, échappe au spectre de la folie et fait deuil de ses textes.
Ce pourrait être le lac des deux amants, les arbres de l'île et le panneau d'interdiction au bout. Ce pourrait être se réveiller dans le brouhaha des jurons et des casseroles. Rigoler dans son lit en inventant des poésies de colère et de hachis parmentier. Pointer son nez depuis le haut de l'escalier pour voir ce qui se passe. Retourner courageusement se blottir dans sa chambre. Descendre plus tard quand ça s'est calmé. Que le repas est emballé pour d'autres compagnies. Boire un café en écoutant le cuisinier évoquer la rage qui le ronge. Échanger quelques mots. Saisir une lumière d'hiver dans le feuillage d'un arbre. Relire l'un de ses propres textes, essuyer ses larmes, redescendre dans la cuisine, se frotter au réel, remonter dans la chambre pour se frotter aux mots. Et un jour peut-être, devenir poète, par la vertu des mots tant aimés et de la confiance des autres en nous déposer.